La porte des salutations est l'un des passages entre la première et la seconde cour du palais de Topkapi. Construite dans le style classique de 1468, elle porte les monogrammes des sultans qui l'ont construite et le tawhid, symbole du livre de l'unicité, le livre du monothéisme musulman. La seconde cour était une cour d'apparat. Des rangées de janissaires et des guerriers à cheval accueillaient les visiteurs de marque, symbole de l'honneur qui leur était fait, mais surtout symbole de la puissance et de la richesse du sultan. L'entrée du harem plonge vers un entresol étroit et sombre. C'est ici la cour des halbardiers, avec d'un côté les dortoirs et de l'autre la mosquée. Chaque catégorie de personnel possédait ainsi sa cour avec les logements, les bains, la mosquée ou salle de prière. Les inscriptions en lettres dorées qu'on voit sur les murs du dortoir et de la mosquée et qu'on retrouvera partout dans le palais sont soit des dédicaces au sultan ou aux architectes qui ont construit les bâtiments, soit des prières, des professions de foi ou même des anecdotes historiques concernant l'époque et les conditions de la construction. Le palais tout entier est un livre d'histoire à ciel ouvert. La fontaine Baba a été construite en 1589 par le chef de la chambre privée, Sessouvar Aga. Les halbardiers juniors dormaient au rez-de-chaussée. Les seniors, plus aguerris, étaient logés sur la mezzanine. Des cloisons de bois fixées au mur entre les fenêtres délimitaient des espaces personnels aux 2 étages. Les céramiques qui couvrent les murs datent du XVIe siècle, début XVIIe. Les halbardiers étaient des gardes armés chargés d'éloigner les importuns. Ils n'entraient jamais dans le harem, ils gardaient la porte. C'est au XVIIe siècle que l'usage du tabac s'est répandu dans l'Empire ottoman. Fumer était tout un cérémonial, et il existait au moins 6 ou 8 responsables du protocole. Le chef du tabac, chargé de fournir le tabac et les pipes à fourneau ou à eau. Le préposé aux pipes impériales, chargé de préparer les mélanges spéciaux de tabac. Le responsable impérial, chargé du nettoyage des pipes, de l'entretien et de la sécurité du feu. Les pipes étaient en bois précieux, décorées de bagues d'argent niellées, avec des embouts de corne ou d'ambre. Et il y avait évidemment la salle des ablutions. La porte de Chol est la cour de l'esclave en chef de la porte. On trouve là une pièce nue, froide et humide, mais qui montre la complexité des fonctions dans le harem. Le hammam des eunuques n'a pas été restauré, très simple, voire minimaliste, mais il comporte les 3 salles, la froide, la tiède, la chaude. Chez les Ottomans à cette époque, on ne transige pas sur les questions de pureté corporelle, alors qu'en Occident, à la même époque, les salles de bain sont encore anecdotiques.
L'école de musique pour les très jeunes filles amenées au harem et qui devaient développer leur talent artistique, chant, danse, instruments de musique, pour charmer le sultan et ses hôtes. Les vestiges de peinture qui couvraient les murs sont clairement d'époque plus récente. La restauration des 400 pièces du harem est un travail de longue haleine. La montée à la Big Mount Gate se fait par une rampe cavalière qui servait sous Mehmet III aux processions rituelles. D'un côté de la rampe se trouvait le quartier des gardes du Zuluflu, de l'autre la cour de l'esclave en chef de la porte, chargée de superviser les entrées et les départs des sultans. Cette porte, simple passage entre l'espace public et l'entrée du harem, est décorée de carrelages symboliques, de versets calligraphiés, de tableaux figuratifs qui montrent l'importance de la frontière entre le monde public et l'espace privé du sultan. La chambre du dôme et des placards qui lui fait suite est construite après 1575. Elle abritait les documents pieux relatifs à la Mecque et à Médine sous la responsabilité du chef des eunuques noirs. À ce niveau, il est possible de sortir du harem, mais pas pour les concubines. Dans la mosquée des eunuques noirs, la serrure est plus esthétique qu'efficace. Un tableau représente la description de la mosquée de Médine, l'autre le mont Ararat où Mahomet délivra son dernier discours à ses disciples avant de mourir. Les eunuques noirs venaient principalement d'Abyssinie. C'étaient des esclaves, forcément non musulmans, qui subissaient la castration puis un entraînement sévère à la discipline et aux coutumes du harem. Ils pouvaient faire la jonction entre le monde fermé des femmes et la partie publique du palais. Aussi, on les choisissait de préférence très disgracieux pour éviter les histoires romantiques ou les complots avec les captives, ce qui d'ailleurs se produisait malgré tout. Le chef des eunuques était le plus haut gradé dans l'ordre hiérarchique du harem. Il était responsable de la collecte des dons pieux pour les villes saintes de l'islam et organisait des libéralités pour certaines causes charitables d'Istanbul. D'où les dédicaces dorées des murs de la cour. Dans cette cour construite au XVIe siècle et pavée au XVIIIe, se trouvait aussi l'école des jeunes princes qu'on éduquait au métier d'art. La porte du harem ouvre sur le passage des concubines et rejoint la cour des épouses. C'est ici le royaume des femmes, et vu les protections mises entre elles et la sortie, elles ne risquaient pas de s'évader. Encore une magnifique composition d'inspiration paysagère.
et la cour des épouses et des concubines est bien étroite pour tant de femmes cloîtrées. Elle débouche sur une petite antichambre aux appartements de la mère du sultan, qui sont malheureusement en cours de restauration. Ces appartements ont été construits vers 1580 pour la mère du sultan Mourad III, et l'étage supérieur a été construit en 1665 pour la mère de Souleyman le Magnifique. Les validés occupaient principalement les chambres, le hammam, le hall à la cheminée et la salle de prière. Les bains turcs, comme jadis les bains romains, comportent tous 3 sections. La salle froide où le baigneur ôte ses vêtements et s'enroule dans des serviettes de bain, la salle tiède où il se lave et la salle chaude où il se fait suer. Il termine, s'il est courageux, par une douche ou un bain froid bien tonique. Le système de chauffage s'étend sous les dalles de marbre et jusque sous le hall impérial. Mais le hammam personnel de la validée et du sultan sont caractérisés par la grille de bronze doré qui se verrouille de l'intérieur et permet de se baigner en toute sécurité, ce qui donne aussi une idée de l'ambiance du palais. Autre signe d'exception, les robinetteries en or, qui de nos jours ont été remplacées par du métal doré, étaient exclusivement l'apanage des hammams du sultan et de la validée et des femmes royales. Le hammam du sultan est juste encore plus luxueux que celui de la validée, mais tout aussi sécurisé. Les pièces sont éclairées par la lumière naturelle, filtrée au travers de petites briques de verre hémisphériques incluses dans les voûtes et les dômes et qu'on appelle œil d'éléphant. Dans le hall impérial ou dans la salle du trône, qu'on appelle aussi salle des diversions, se trouve le plus grand dôme de tout le palais. Le décor rococo a été refait après l'incendie de 1666. Les calligraphies anciennes qui faisaient le tour des murs ont été remplacées par des porcelaines de Delft et des miroirs de Venise. Mais l'arche du dôme et ses pendants sont d'origine. C'était la salle de réception officielle pour les confidents, les invités proches, la mère, la première épouse ou les enfants du sultan. On y présentait des spectacles, on célébrait des fêtes religieuses.
et une porte secrète derrière un miroir permettait l'entrée ou la sortie discrète du sultan. La pièce suivante, au décor surabondant et où même les niches sont carrelées, est l'antichambre de la chambre privée de Mourad III. Est-ce que toucher les motifs colorés des carrelages porte bonheur? À voir les visiteurs, on dirait vraiment. Les carreaux de la chambre privée datent du XVIe siècle et proviennent d'Iznik, une ville qui était alors l'une des plus prestigieuses dans l'art de la céramique, parvenue à son apogée. Les versets du Coran sont calligraphiés en blanc sur fond bleu tout autour de la pièce. L'intérieur du dôme et ses pendentifs sont décorés de motifs de palmettes en stuc et les mêmes motifs en marbre ornent les cadres du dôme. Le foyer monumental, la fontaine et les portes du cabinet sont incrustés de nacre et d'écailles de tortue. Les deux baldaquins dorés sont de la période classique. Depuis la cour des Favorites, on a une vue lointaine sur Istanbul et la tour de Galata. Les Favorites logeaient au rez-de-chaussée dans de petites pièces disposées en rangées et équipées d'un sofa. Les concubines logeaient dans un dortoir installé sur une mezzanine. Et les appartements des épouses étaient situés au plus haut niveau, avec une vue plus dégagée.
La mosquée du harem, construite au XVIIe siècle dans la Route d'Or, est de style baroque classique. Elle était principalement destinée à la mère, la première épouse et les filles du sultan. Mais les femmes les plus âgées du harem pouvaient aussi s'y rendre. La Route d'Or, la voie royale, part de l'appartement privé du sultan et se dirige vers les logements des concubines. Une cuisine privée s'y trouve, destinée à l'usage unique du sultan et de ses femmes les plus proches, pour les repas de fête, les mariages et les circoncisions. La vaisselle et le matériel de cuisine étaient répertoriés et vérifiés. Les cuisiniers étaient triés parmi les plus talentueux et les plus fiables des gardes Zoulouflou, à cause du risque potentiel d'empoisonnement. Ils étaient attachés à vie à ce service et accompagnaient le sultan dans ses parties de chasse ou lorsqu'il quittait le palais. Dans l'imaginaire occidental, le mot harem est synonyme de lupanar, luxure et esclavage des femmes par un sultan aux mœurs débridées. En réalité, le harem-lik ottoman était l'ensemble des appartements privés où vivaient ensemble le sultan, sa mère, ses 4 femmes, ses enfants et leurs serviteurs. Les étrangers n'étaient pas admis dans ces appartements. Les réceptions se tenaient dans le selamlik, les appartements publics où seuls étaient admis les hommes de la famille ou visiteurs. C'est Soliman le Magnifique qui va transformer le harem en royaume des femmes, clos et antichambre du pouvoir occulte, où les plus belles et les plus intelligentes des épouses ou concubines prendront une influence réelle qui durera plus d'1 siècle et demi. La femme dont le fils devient sultan quitte le harem de son époux, souvent le précédent sultan décédé, et entre dans le harem de son fils en tant que reine-mère, responsable de toutes les femmes du harem. Si son fils meurt avant elle, elle retourne au palais d'où elle venait pour laisser la place à la suivante. L'islam autorise le sultan à prendre 4 épouses légitimes. Celle-ci, qui vivait dans le quartier des épouses, pouvait lui donner plusieurs enfants. Le fils de la première épouse étant l'héritier légitime, les autres fils classés dans l'ordre de succession en fonction de leur âge. Mais le sultan pouvait prendre aussi un certain nombre de concubines, jusqu'à 1000 et plus, et celles qui obtenaient ces faveurs passaient au rang de favorites et dès lors avaient droit à leurs appartements dans la cour des favorites. Mais une favorite ne pouvait donner qu'un fils au sultan. Elle devenait alors mère d'un héritier présomptif et ensuite elle ne pouvait plus jamais approcher du sultan qui se tournait vers d'autres favorites pour engendrer 2 nouveaux fils. Elle devait rester recluse au harem jusqu'à sa mort, sans possibilité de se remarier, ou devenir validée sultane si jamais son fils devenait sultan. Si la favorite avait une fille, elle pouvait espérer se remarier à la mort du sultan et marier sa fille à un notable, l'union avec une proche parente du sultan étant très recherchée. Les concubines occasionnelles, si elles avaient de la chance, pouvaient aussi espérer porter un fils et passer au rang de mère. Les novices entraient au harem vers 12 ou 15 ans, soit comme femmes de service, soit comme élèves de l'école de musique. Elles y apprenaient tous les arts de la séduction, la musique, le chant, la danse, le massage, la poésie et tous les arts de l'amour. Le Coran interdisant l'esclavage des femmes musulmanes, les concubines étaient souvent des femmes caucasiennes ou circassiennes, les plus populaires, ou des syriennes à la peau claire et aux yeux et cheveux noirs. Les moins chères et les moins prisées étaient les nubiennes, enlevées lors de razzias par les pirates ottomans,
ou des femmes vendues comme esclaves par leur famille. Ou encore des femmes offertes au sultan par des hôtes de marque pour l'honorer. Elles devaient être très belles, très jeunes et vierges. C'est la validée sultane qui choisissait les femmes les plus belles et les plus avisées pour devenir les épouses légitimes, car elles devaient être capables d'éduquer un futur héritier au trône. Toutes ces femmes étant très belles, l'intelligence et la ruse étaient des atouts supplémentaires pour obtenir une place enviable au harem, et la compétition était rude. Alors, toutes sortes de complots se tramaient, des alliances et des coups bas, des mensonges et des luttes d'influence, dans le meilleur des cas, et parfois avec l'aide des eunuques. Il est aussi fait mention de bagarres sanglantes, voire de poisons et d'assassinats, afin d'éliminer une rivale ou protéger ou mettre en avant le fils de l'une ou l'autre favorite. Le harem recelait des bâtiments magnifiques et des richesses immenses, mais la privation de liberté, l'ambiance de complot, de méfiance, l'insécurité était un prix cher à payer pour tant de luxe.